est 20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Concertation autour des réformes du système judiciaire, la limitation des pouvoirs du procureur de la République ainsi que l'instauration d'un juge des libertés préconisé dans ce journal. Les explications de Bamba Kassé, rapporteur de la commission autour des réformes de la justice. À 2 semaines de l'Eid el-Kébir, les moutons jugés trop chers, un constat déploré par les citoyens rencontrés au niveau des foirailles. Les prix varient entre 200 000 et 1 million de francs CFA. Saisie répétitive de cocaïne en provenance des pays voisins. La douane sénégalaise prête à contrecarrer le trafic des stupéfiants. Son directeur Mbaye Ndiaye réitère son engagement à combattre la criminalité transfrontalière. Et puis, bonne nouvelle pour l'économie du continent, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest maintient ses taux directeurs et d'intérêt, une décision motivée par une maîtrise de l'inflation, une croissance soutenue et une stabilité extérieure. Voilà pour les titres, le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous, un journal que nous ouvrons tout de suite avec ces concertations autour des réformes judiciaires. La commission réforme a donné ses recommandations. Elle préconise la limitation des pouvoirs du procureur de la République ainsi que l'instauration des juges des libertés. Cependant, il n'y a pas eu de consensus en ce qui concerne la présence du président de la République ainsi que du ministre de la Justice au sein du Conseil supérieur de la magistrature. Nous écoutons tout de suite Bamba Kassé, rapporteur de la commission réforme. Il s'exprime au micro d'Abdou Diouf Diagne et d'Ahmadou Bamba Samba. Les recommandations portent essentiellement d'un point de vue consensuel sur l'instauration d'une cour constitutionnelle, ça c'est consensuel, la réorganisation ou la réforme du Conseil supérieur de la magistrature, notamment son autonomisation fonctionnelle, organisationnelle et financière, ça également c'est un autre point de consensus. Sur le point du Conseil supérieur de la magistrature, par contre, il n'y a pas d'accord absolu sur le retrait ou pas du président de la République comme membre du Conseil. Ça, les gens en ont discuté. Maintenant, d'un point de vue de la justice pénale et carcérale, la réduction des pouvoirs du président de la République, du procureur de la République, ça c'est un fort point de consensus. L'élargissement des champs de compétences et de l'indépendance du juge d'instruction, ça également c'est un non-point de consensus. Et en dernier, il y a l'instauration de ce qu'on appelle un juge des libertés et de la détention. Donc c'est ça les points de consensus en gros. Le directeur de la douane sénégalaise Mbaye Ndiaye alerte sur la récurrence du trafic de drogue au niveau de nos frontières. Selon lui, les criminels veulent faire du Sénégal une plaque tournante du trafic de stupéfiants, une chose que les forces de l'ordre et de défense n'accepteront pas. Selon lui, la douane, fidèle à sa mission, va continuer de veiller au grain pour contrecarrer ce fléau. Des propos tenus lors du 20e anniversaire de Gaïné 2000. Je vous propose de l'écouter au micro d'Abib Faye. Moi, je le dis, lorsqu'on regarde la récurrence de ces saisies, cela démontre en tout cas la volonté des criminels de faire de notre pays une plateforme du trafic ou en tout cas du crime organisé. Mais comme vous le savez aussi, la douane, en relation avec toutes les forces de défense et de sécurité, veille au grain, joue le rôle de vigie, essaie de contrecarrer en tout cas tous ces trafics qui ont des effets pernicieux, non seulement sur le bien-être de la population, mais qui peuvent affecter le bon fonctionnement de l'économie nationale. C'est pourquoi donc, nous restons déterminés, nous restons engagés, et avec le soutien des autorités, notamment politiques, avec le soutien aussi de la tutelle, du ministère des Finances et du Budget, avec la détermination aussi qu'on voit sur le terrain de nos éléments, on parviendra en tout cas à contrecarrer ces trafics et à sécuriser davantage nos frontières.
À 2 semaines de la Tabaski, les vendeurs de moutons peinent à voir des clients. Les prix des moutons de race varient entre 200 000 et 1 million de francs CFA. Les Sénégalais déplorent la cherté du prix du bétail. Suivons ce reportage, il est réalisé par Cheikh Ngoné Diop. À quelques jours de l'Eid el-Kébir, des éleveurs installés un peu partout dans les rues de Dakar, la plupart des moutons de race, malgré leur cherté. Nous sommes à Sicap Baobab, toutefois, difficile de voir un client. Oui, effectivement, on est là depuis une quinzaine de jours. Cette année, on est sorti plus tôt que d'habitude, justement parce qu'on craignait un peu la mévente. Et donc, on a dû anticiper la sortie pour essayer de grignoter un peu. Mais là c'est encore morose, c'est encore calme, on n'a pas encore vu les clients et on espère que maintenant peut-être avec la fin du mois et avec l'approche de la fête, peut-être que ça ira mieux. Des moutons très chers, des prix variés et des clients ciblés. Ici les prix varient entre 200 000 et au-delà de 1,5 million. Oui, parce que c'est des moutons dits de case. C'est des moutons de case. Donc quand on dit moutons de case, c'est des moutons élevés dans un régime intensif, soit dans une bergerie ou dans une maison, comme on dit communément, kharouyer. Donc c'est des moutons bien nourris, en stabulation. Donc ça peut être de race Ladoum, de race Touaber, de race Balibali, de race même croisée, quoi. C'est tout à fait normal que les moutons issus de l'élevage extensif, qu'on appelle communément les kharouchogol, ne viennent pas à cette heure-ci, parce que c'est des moutons dont le bénéfice est très mince. Donc les propriétaires de ces moutons, les vendeurs de ces moutons sont très regardants sur les charges. Or, c'est des moutons que les gens achètent peut-être à quelques heures de la fête, donc dans les dernières 72 heures. Donc les gens préfèrent, ces vendeurs préfèrent attendre le moment opportun pour les amener, pour éviter quand même les charges. Un autre lieu de vente, on trouve presque les mêmes races. Certains Sénégalais déplorent les prix des moutons. Chaque année, ça va devenir plus cher. Est-ce que vous jugez ça normal? C'est pas du tout normal. Je suis parti au Maroc. Mais au Maroc, on vend les moutons à bas de prix. Tu vois, un mouton qui ne pèse même pas 25 kilos, on te dit à 200 000 francs, 300 000 francs, ça c'est grave. Et pourtant, le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Mabouba Diagne, a solennellement exhorté les éleveurs et vendeurs de moutons à suffisamment approvisionner le marché à des prix raisonnables. Et dans le département de Koungheul, plus précisément au marché de bétail de Missirah-Wadène, ce n'est pas le prix du bétail qui inquiète, mais plutôt le vol de bétail. Les éleveurs, dont tous leurs États, interpellent leur ministre de tutelle. Dans ce reportage, il est signé Ndayawa Bey et Mam Gorwilan. Ce marché à bétail du département de Koungheul a la réputation d'être un important point de vente de plusieurs animaux venant notamment de certains pays frontaliers du Sénégal, comme le Mali et la Mauritanie. Mais les éleveurs se disent inquiets de la situation sécuritaire. Ils ont emporté presque des millions de nos camarades mauritaniens le jeudi passé. Et plus grave encore, ce matin, la même histoire s'est produite. C'est anormal. Face à cette situation, le représentant des éleveurs maliens précise qu'il avait même engagé des jeunes pour assurer leur propre sécurité. Toutes les ethnies qui sont réunies dans ce marché ont dégagé une somme collective afin de payer des jeunes pour garantir notre sécurité, car notre sécurité n'a pas de prix, surtout en cette période de Tabaski. Son camarade de la Mauritanie rejette la responsabilité sur la municipalité. Nous payons les jeunes avec notre propre argent, sans l'aide de personne, ni de la mairie, encore moins de la préfecture. Et puis, il y a un autre groupe de personnes qui font des commérages au niveau de la municipalité pour gâcher cette sécurité, alors que c'est pas vrai. La Tabaski, c'est dans une dizaine de jours. Les éleveurs du marché à bétail de Missirah
Khalifa Wadène interpelle le ministre de l'Élevage sur le vol de bétail qui hante leur sommeil. Il lance un appel pour le renforcement de leur sécurité et celle de leurs biens. Allez, on quitte Koungheul, destination Ziguinchor. Sur place, la campagne d'exportation de la noix de cajou alimente la polémique. Un profond malaise s'est installé entre partisans de l'acheminement par voie maritime et ceux favorables à l'ouverture par d'autres voies, y compris celle terrestre. La récente mesure du ministre de tutelle consacrant l'ouverture de l'exportation du produit par voie terrestre, une décision consacrant la fin du monopole par voie maritime, divise les acteurs et installe enthousiasme d'un côté et colère de l'autre. Le point, c'est avec Lamine Ba et Lamine Mandjan. C'est au moment où la campagne de commercialisation de la noix de cajou bat son plein dans le sud du pays que ressurgit à nouveau la question du choix sur le moyen de transport approprié pour l'exportation du produit. Face au couac noté par l'acheminement de la noix de cajou via le port de Ziguinchor, l'État a décidé de lever la mesure du monopole sur le transport par voie maritime du produit. Une décision qui a plongé les acteurs portuaires dans une profonde colère. Pour eux, la décision de la tutelle traduit une volonté de tuer l'activité économique du port de Ziguinchor. On est en troisième année. Nous croyons que, comme il y a un autre régime qui est venu, ce régime va régler la situation. Eh bien, ils ont bien commencé quand le ministre était venu ici pour dire que maintenant, à partir d'aujourd'hui, c'est au port. On l'a applaudi. Je ne dis pas que les dockers ont applaudi, mais c'est la région qui a applaudi. Mais à notre grande surprise, hier, c'est officiel comme quoi qu'ils ont laissé la route. C'est ce qui nous a étonnés. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, on est venu ici pour se mettre devant vous. Comme ça, vous allez faire tout jusqu'à ce que l'affaire-là soit jusqu'en Amérique. Que tout le monde sache cela. Et puis on n'a pas laissé notre décision. C'est quoi? C'est de rester ici toute la journée. Il n'y aura pas de camion qui va passer au port de Dieu. Il n'y aura pas de camion qui va entrer ici. Et juste après cela aussi, pour vous dire que, pour faire comprendre à l'État, depuis ici jusqu'à Kaolack, tous les villages qui sont là-bas, tous ces villages-là, il y a les dockers. Il y a les dockers qui sont là-bas. Donc nous, qu'ils comprennent que les camions-là, il ne faut pas passer à notre pont-là. Position radicalement différente du côté des opérateurs privés stockeurs. Eux se félicitent au contraire de cette décision des autorités qui, estiment-ils, va mettre un terme au manque à gagner engendré par le monopole de l'exportation par voie maritime de la noix de cajou. Sanction qui était qu'on avait mis sur l'arrêt du transport des noix de cajou par voie terrestre a été levée. Nous remercions le gouvernement du Sénégal, en l'occurrence le président Bassirou Diomaye Faye, le Premier ministre M. Ousmane Sonko et tout son gouvernement. Bon, la pertinence du transport par voie terrestre des noix de cajou, c'est un avantage absolu qui concerne toute la transgambienne de Ziguinchor à Dakar. Parce que si vous voyez le nombre de camions qui est stationné à Ziguinchor, le bénéfice que la population en gagne, parce qu'il y a les restaurants qui marchent, il y a les dockers, il y a les femmes qui travaillent encore, et il y a le prix encore. Parce qu'en ce moment, si c'est le bateau, le prix devient plus moins. Mais si c'est en voie terrestre, par voie terrestre, ça devient plus rapide. Ok, les noix de cajou, le prix augmente. C'est ce qui est l'avantage du transport par voie terrestre. Depuis quelques années, les autorités ont pris l'option de faire exporter la noix de cajou exclusivement via le port de Ziguinchor pour densifier l'activité économique de la région. Mais la décision fait l'objet d'un rejet systématique auprès des opérateurs qui la jugent impertinente. Le saviez-vous, 16 000 tonnes d'huîtres sont produites chaque année au Sénégal, mais leur commercialisation à l'étranger pose problème. Le ministère de la Pêche, en collaboration avec la FAO, travaille pour une ouverture des produits ostréicoles à l'Union européenne. Une délégation de la FAO et de l'Union européenne était justement à Nemaba pour s'imprégner des conditions de production des huîtres par les femmes de ce village de Toubacouta. Compte rendu à Goudiaby, Abdou Karim Bey. Donc là, vous êtes arrivé sur le site de production du GIE des femmes Yoni Diofor de Nemaba. Une délégation de l'Union européenne et de la FAO dans les ballons de Nemaba. C'est une visite du site d'élevage des huîtres. Les conditions de production se sont améliorées. Les femmes usent de techniques modernes pour la production des huîtres. Et parmi les projets qui les accompagnent
Fish for ACP, développement durable des chaînes de valeur de la pêche et de l'aquaculture en Afrique, dans les Caraïbes et au Pacifique. Un projet financé par la FAO. Ce projet de valorisation de la culture de l'huître qui bénéficie de financement de l'Union européenne, mais également de la GIZ, la coopération allemande, nous permet justement de développer ces projets. Il y en a 20 déjà au Sénégal. Nous trouvons l'expertise technique sur place, ce qui ne manque pas au Sénégal. Nous trouvons des associations de femmes courageuses. Tous les projets de la FAO ont une composante fondamentale, c'est l'autonomisation des femmes et l'emploi des jeunes. En 2018, on était là et il n'y avait qu'un seul système de production qui faisait office également de système de captage, et c'était les guirlandes. Maintenant, avec l'appui du projet, ils utilisent maintenant les pochons et les coupelles. Donc les pochons aident non seulement à améliorer les conditions de travail, à réduire la pénibilité du travail, mais également à garantir la production d'huîtres de qualité. Des milliers de tonnes d'huîtres sont produites et transformées chaque année au Sénégal par des femmes, mais le défi majeur reste l'exportation vers les pays de l'Europe. La production locale est estimée à 16 000 tonnes sur tout l'étendue du territoire. Comparé à une production du Maroc, ils sont agréés à exporter vers l'Union européenne, mais ils sont dans les moins de 3 000 tonnes. Donc nous sommes en train de travailler d'arrache-pied pour non seulement classifier nos zones de production, mais également pour pouvoir postuler afin d'ouvrir le marché de l'Union européenne à ces produits coquillers. Beaucoup de stratégies sont mises en place par le projet Fish for ACP pour améliorer la chaîne de valeur huître. Les acteurs seront sensibilisés davantage sur la qualité et les aspects sanitaires à prendre en compte dans la production et la transformation des huîtres. Nous insistons sur les aspects sanitaires et heureusement que ces aspects sont pris en compte dans le cadre de la collaboration avec un autre projet de la FAO, le projet STDF, qui en ce moment sur 50 sites du Sénégal est en train de faire des prélèvements mensuels pour la mise en place d'un plan de contrôle et de suivi sur les coquillages. Ce projet de développement des chaînes de valeur de la pêche et de l'aquaculture est déroulé dans 11 autres pays. Pour la consolidation des acquis au Sénégal, un réseau national des acteurs de la filière a été créé. Allez, on quitte les îles du Saloum pour Santhiou Sine, c'est dans la commune de Darou Khoudoss, département de Tivaouane. Plusieurs forages sont implantés dans ce village. Ils alimentent Dakar et sa banlieue, alors que les habitants de Santhiou sont privés d'eau potable. Santhiou et d'autres villages environnants sont aussi dans des difficultés. Ils exigent des autorités l'ouverture de ces forages pour fixer les jeunes sur leur terroir. En outre, ils réclament l'électrification de ce village aux potentialités agricoles remarquables. Les détails, c'est avec Cheikh Anta Diop et Seylatia. Les habitants de Santhiou Sine semblent en avoir assez. Ils veulent que des solutions soient envisagées pour régler le problème d'eau du village. Selon eux, des forages sont implantés dans la zone, mais les populations ne peuvent pas en bénéficier. Il y a beaucoup de forages, mais c'est pas encore marche. On ne sait pas pourquoi ces forages-là. On n'a pas des explications claires par rapport à ces forages. Les jeunes du village réclament également l'électrification du village. Le problème principal que nous avons, on ne peut pas le régler, c'est le problème d'électricité et le problème de pistes. C'est un véritable calvaire pour les chauffeurs et populations qui empruntent l'axe Andal 1 Santhiou Sine. Accéder au village relève d'un véritable parcours du combattant. On retrouve des problèmes. Donc lorsqu'on peut quitter Mboro ou bien ici pour rejoindre Mboro, parce que les voitures vont te facturer minimum 7 000 francs dans une distance presque 5 km, 6 km, c'est pas acceptable. Le piste n'est pas bon quoi. Serigne Abdou Mbaké n'a pas tari d'éloges à l'endroit des jeunes de Santhiou Sine qui, dit-il, ont transformé le village avec leurs propres moyens. Je vous l'annoncer, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest maintient son taux directeur ainsi que ses taux d'intérêt inchangés. Le premier à 3,50% et le second à 5,50%. L'annonce a été faite par le directeur général de la BCEAO, Jean-Claude Cassibrou. Des décisions motivées par une bonne maîtrise de l'inflation, une bonne croissance, mais aussi une stabilité extérieure. Donc, annonce faite plutôt par le gouverneur, autant pour moi, de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, M. Jean-Claude Cassibrou, que je vous propose d'écouter dans ce reportage. Il est signé d'Issa Prera.
3,50%. C'est à ce niveau que la BCEAO maintient le taux directeur qu'elle prête aux banques. De même, le taux d'intérêt de prêt marginal se maintient à 5,50%. Rien n'a changé depuis le deuxième comité politique monétaire. Des décisions arrêtées par la BCEAO pour deux raisons essentielles, explique le gouverneur de la BCEAO. Des interrelations. Alors on voit que l'inflation au niveau mondial, même s'il a baissé, reste encore à des niveaux au-dessus des objectifs des banques centrales. Donc on est dans une tendance baissière, mais on n'est pas encore arrivé au niveau où on est totalement à l'aise. Et donc cette situation explique que les taux d'intérêt des banques centrales, les taux directeurs n'ont pas baissé jusqu'à présent. Deuxième facteur qui a également été pris en compte, c'est le fait qu'il y a une amélioration des termes de l'échange. Les prix internationaux des principales matières premières que nous exportons, ça, il s'agit de l'or, du cacao, du coton, du caoutchouc. Sur le plan international, on voit que ces prix sont en hausse. Et en même temps, on voit également que les prix des produits que nous importons, des produits essentiels comme les produits énergétiques, les produits alimentaires, ces produits-là, les prix sont en baisse. Des facteurs internes mais aussi externes tels que la bonne maîtrise de l'inflation qui aujourd'hui est à 2,8%, même si quelques tensions ont été notées en avril correspondant à la période de soudure. Nous sommes à une inflation de 2,8%, donc nous sommes dans la cible. Et ça, c'est un élément très important pour nous. Ça nous donne un peu la situation en matière de stabilité des prix dans notre Union. Puis en même temps, on a observé que certains pays sont allés sur le marché international et ont mobilisé des ressources. Avec le Bénin, la Côte d'Ivoire ont mobilisé avec des émissions d'eurobonds. Et donc ces deux éléments ont fait que notre situation extérieure s'est améliorée, s'est renforcée. Donc ça, c'est le deuxième aspect au plan interne que le comité de politique monétaire a évalué et a pris en compte donc pour sa décision. Le troisième facteur qui a été également pris en compte, c'est qu'on a noté que les États font des efforts pour réduire les déficits, et ça, c'est un élément très important. On a noté également que dans notre union, la croissance est restée très dynamique. En définitive, l'inflation, la croissance, la stabilité extérieure et le financement soutenu de l'économie de l'Union ont permis à la banque d'estimer que la zone est sur une bonne orientation. C'est pour toutes ces raisons qu'elle a décidé de maintenir ses taux inchangés. Les Émirats arabes unis et les entreprises sénégalaises veulent renforcer le commerce et les investissements bilatéraux. Un protocole d'accord vient d'être signé dans ce sens entre la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar et les chambres de commerce de Dubaï. L'objectif, booster la coopération et favoriser le partage de connaissances et d'expériences. Un protocole signé à l'occasion du forum intitulé Doing Business with Sénégal, initié par la Chambre internationale de Dubaï. Je vous propose tout de suite d'écouter M. Abdoulaye Sow, président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar. Ses propos sont recueillis par Yaya Diallo. Nous avons signé une convention de partenariat. Et comme vous le savez, la coopération entre Dubaï et Dakar ne date pas d'aujourd'hui. Mais c'est pour ce qui nous concerne, nous avons pour mission d'encadrer les opérateurs économiques des deux côtés pour leur permettre de mieux commercer. Comme l'a si bien dit tantôt M. le ministre, le Sénégal est en train quand même de développer une politique d'industrialisation et que nous, notre rôle en tant que Chambre de commerce, d'industrie et de services, de ce côté aussi, c'est d'accompagner les opérateurs qui veulent investir des deux côtés. En tout cas, nous sommes prêts, en tant qu'institution, à mettre à profit cette convention pour permettre aux opérateurs de mieux quand même présenter les produits made in Sénégal. Et aussi, nos amis de Dubaï ont toujours envoyé des produits au Sénégal, mais c'est à nous aussi de faire le possible pour encadrer quand même les opérateurs qui veulent aussi faire
La même chose pour Dubaï. Le gouvernement ouvert, une opportunité de rassembler acteurs, experts et citoyens autour de bonnes pratiques de gouvernance. L'initiative est de la direction de la promotion de la bonne gouvernance. Cette journée porte ouverte vise à renforcer la compréhension et l'engagement envers les principes du gouvernement ouvert, dont 8 objectifs ont été visés. Lesquels? Réponse dans ce reportage de Pape Faranik. Échanger sur les stratégies et mécanismes pour arriver à une mise à niveau optimale avec des acteurs clés, des experts et des citoyens pour sensibiliser sur le gouvernement ouvert. Le but, l'harmonisation de toutes les idées pour une meilleure gouvernance. Nous allons échanger avec le grand public sur les enjeux du partenariat pour un gouvernement ouvert, notamment sur la mise en œuvre du deuxième plan d'action national, et qui vise à promouvoir la transparence de l'action publique, et aujourd'hui qui exige les gouvernements à réformer leur politique en intégrant de nouvelles formes de concertation avec la société civile. En tout cas, ce que nous essayons aujourd'hui d'avoir à travers cette initiative, c'est d'améliorer maintenant ces notations, d'améliorer ce système de gouvernance, de faire le plaidoyer pour que les leviers sur lesquels on peut s'appuyer pour que la note du Sénégal puisse être élevée, pour que le citoyen puisse sentir cette ouverture et cette participation publique pour que les gouvernants puissent les entendre et puissent prendre en compte leurs préoccupations. C'est l'essence du partenariat pour un gouvernement ouvert. Des objectifs bien définis pour promouvoir la collaboration entre les parties prenantes. Nous avons 8 engagements au niveau de ce deuxième plan d'action qui sont relatifs à l'accès à l'information, à l'amélioration de l'accès du service public, à avoir une meilleure communication entre le niveau national et le niveau territorial, entre autres. Société civile et autres partenaires saluent l'initiative et comptent l'accompagner pour réussir ce défi. De voir en rapport avec des organisations fêtières de la société civile comment mettre en place un cadre de consultation pour vraiment, tout au long du processus de planification, d'exécution et de contrôle du budget, qu'on puisse avoir des rencontres et recueillir les avis et observations. Aujourd'hui, nous trouvons que depuis 15 ans, nous faisons un plaidoyer pour l'adoption d'une loi d'accès à l'information conforme aux standards internationaux. Ça n'a pas été fait. C'est notre premier engagement dans le plan d'action national d'aujourd'hui. C'était notre premier engagement dans le plan d'action précédent et nous trouvons que c'est devenu une nécessité de l'avoir aujourd'hui. Cet événement entre dans le cadre de la célébration de la Semaine internationale du gouvernement ouvert et revêt une importance capitale pour les organisateurs. Ces échanges vont permettre d'améliorer la gouvernance et promouvoir la collaboration entre toutes les parties concernées. Allez, parlons de la protection, la délégation plutôt générale de la protection sociale qui, en partenariat avec la Banque mondiale, vient de décider d'élargir la base de données du registre national unique. Ce registre enregistre 450 000 ménages vulnérables à 1 million de bénéficiaires. Une vaste campagne nationale de recensement vient d'ouvrir. Elle va impliquer les représentants des localités, les parlementaires, mais aussi un réseau de journalistes pour une large communication dans l'optique de faire un ciblage des ménages qui vivent dans une extrême pauvreté. Aminata Sow est déléguée générale à la protection sociale et à la solidarité nationale. Elle nous en dit plus, on écoute. On sait qu'on est dans un monde où il y a une récurrence des chocs. Donc il nous faut nous préparer à l'intervention en protection sociale nécessite une réactivité. Donc il nous faut avoir une base de données qui est déjà prête pour nous permettre en cas de choc d'aller directement accompagner, les ménages qui sont victimes d'un choc, quel que soit le choc. Nous voulons aller d'une base de données qui contient des ménages pauvres à une base de données qui va au-delà, qui enrôle les ménages vulnérables. Comme je l'ai dit, nous avons besoin de toute cette base de données pour nous préparer à un choc. Vous savez, le choc, s'il y a un choc, ça ne touche pas uniquement les ménages qui sont pauvres, bien que ce sont les ménages pauvres qui ressentent le plus un choc. Je pense que c'est important d'expliquer que un réseau des journalistes en protection sociale a été mis en place il y a de cela plus d'1 an. Et également, récemment, il y a quelques mois, après le réseau des journalistes en protection sociale, les élus ont trouvé pertinent de mettre en place un réseau
puisqu'on sait que les élus sont proches des populations. C'est bien que tout ce qu'on fait en matière de politique publique, qu'ils se l'approprient pour pouvoir accompagner les communautés. Parce que tout ce que nous faisons, c'est à l'endroit des communautés. Allez, on s'intéresse à présent à cet atelier de renforcement de capacité des acteurs locaux et régionaux en matière de gestion foncière, un atelier initié par le projet Sensouf en collaboration avec l'université Gaston Berger et à travers son centre d'excellence sur la gouvernance foncière. À terme, les élus locaux qui ont bénéficié de cet atelier seront mieux outillés pour faire face aux enjeux liés au foncier. Le reportage est signé Ousmane Dem et Tcherno Diallo. En Afrique, surtout au Sénégal, les conflits fonciers inquiètent de plus en plus les populations. Toutefois, pour mettre fin à cette situation, plusieurs facteurs doivent être pris en compte. L'une des solutions, c'est de passer par la formation et l'université Gaston Berger a le mandat. Au Sénégal, nous avons mis en place un centre de référence de ressources, voilà, avec le niveau doctoral, le niveau master et bientôt, grâce aux partenaires financiers, nous irons vers effectivement une licence professionnelle, diplôme des techniciens supérieurs sur la gouvernance foncière. Les élus locaux, cibles de cet atelier de formation, seront mieux outillés pour faire face aux enjeux. Les élus locaux, c'est important, qui gèrent le foncier. L'acte 3 de la décentralisation, ce sont les collectivités locales qui ont cette compétence sur une partie du domaine national. Donc on ne peut pas gérer, effectivement, maîtriser le foncier sans impliquer, sans former, sans outiller les élus locaux qui ont une grande responsabilité. Et comme l'a dit tout à l'heure le professeur, les enjeux du foncier sont devenus d'une importance capitale parce que c'est en réalité le soubassement de la sécurité alimentaire. Donc accompagner les collectivités territoriales qui ont en charge la gestion du domaine national devient plus que nécessaire. Cette expertise du Centre d'excellence sur la gouvernance foncière va contribuer au renforcement du projet Sensouf sur le terrain. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de renforcer encore l'intervention du projet Sensouf parce que nous avons des formations continues que nous déroulons avec les acteurs, mais l'expertise du centre d'excellence vient renforcer cette initiative. Dans le cadre de la gestion du foncier, plusieurs questions sont à l'ordre du jour. Toutefois, ces différents acteurs espèrent trouver des solutions à tous ces problèmes au sortir de cet atelier. Allez, on parle sport à présent et foot plus précisément avec l'ASC Jaraaf qualifié pour les demi-finales. Le club de la Médina a éliminé en quart de finale le Casa Sport sur le score de 2-0. Un succès au grand bonheur de son entraîneur Malik Daf qui demande à ses joueurs de rester focus pour conserver la Coupe du Sénégal. Nous l'écoutons, ses propos sont recueillis par Cheikh Sadibou Diarra. L'important de ce match était de gagner et de passer et on l'a fait. J'encourage mes joueurs, c'est pas encore fini, c'est une belle victoire. Continuer à travailler et préparer les prochains matchs. Pour moi, le plus important, c'est pas les sélections, c'est la continuité et les performances qu'ils feront dans le futur et ceux qui les aideront à revenir dans les sélections. Je ne choisis pas mon adversaire. On a gagné, je savoure cette victoire déjà. Quel que soit l'adversaire qui sera face de nous, on travaillera pour être prêt. Comme ça, le jour-ci, le jour venu, Inch'Allah, on essaiera de gagner pour elle. Allez, fans de ce journal, merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Tout de suite, la seconde partie de Soir d'Info avec Abdoulaye Der qui va nous parler du lancement du Conseil interreligieux de la paix au Sénégal. Voilà, vous savez tout ou presque. Restez avec nous et bonne suite des programmes en notre compagnie.